Voilà ce que je voulais vous dire pour cet hommage que nous voulions mener à René Monory et à l'importance qu'il a eue pour nous tous. Et puis, naturellement, je voudrais vous présenter la réunion d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voudrais laisser la parole au président du département, à notre ami Alain Pichon, qui traditionnellement, comme on le faisait toujours avec les présidents du département, fait le discours d'intervention, d'ouverture de notre réflexion séminaire de géopolitique. Monsieur Pichon, vous avez le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Cher Jean-Pierre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants de la diplomatie française et étrangère, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, très nombreux ce matin, conseillers départementaux, Messieurs les maires de Chasseneuil, du Poitou et de Jaunet-Marigny, cher Claude, cher Jérôme, Mesdames et Messieurs les maires de la Vienne, Mesdames et Messieurs les élus, les acteurs économiques et institutionnels, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans la Vienne, terre d'équilibre. Notre département est très heureux, comme chaque année, d'accueillir ce grand forum géopolitique organisé par la Fondation Prospective et Innovation qui aura 35 ans l'année prochaine. Merci, cher Jean-Pierre, de ta fidélité à René Monory et de ton engagement sans faille pour notre département. Nous en sommes fiers et tu peux toujours compter sur le soutien de la Vienne. Nous célébrons cette année, tu l'as dit, le centenaire de la naissance de René Monory. Merci pour ce bel hommage, cher Jean-Pierre, auquel nous venons d'assister. Et évidemment, nous avons eu une pensée pour Michel Monory, sa fille, et pour Gérard Leclerc, qui nous ont quittés tragiquement. Nous perdons deux amoureux de la Vienne, deux âmes engagées, une par la culture, l'autre pour la politique. Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles. À l'image de son créateur, René Monory, la Fondation Prospective et Innovation reste un lieu d'échange sur l'évolution du monde, fidèle à un engagement, imposer une vision de sagesse, avec pour ambition de protéger l'intérêt supérieur, l'intérêt général. La Vienne est résolument tournée vers l'avenir et nous sommes ici au Futuroscope, symbole d'ouverture sur le monde, berceau des technologies nouvelles en matière d'éducation. Une des visions pour laquelle notre département est l'un des premiers de France à être labellisé territoire numérique éducatif et qui m'a guidé à tout mettre en œuvre pour lancer dans quelques mois le pôle numérique pour l'éducation et la formation. Fidèle à notre volonté de faire éclore les projets, nous ouvrons dans quelques jours une nouvelle école d'ingénieurs ici même. Ici, nous croyons en notre futur. Nous misons sur l'éducation et la formation, car ce sont les clés de l'avenir du pays. Nous sommes engagés pour la jeunesse et pour sa prospérité. Cette ambition n'aura de sens que si nous maîtrisons le monde dans lequel nous vivons. C'est l'objet de la thématique que nous abordons aujourd'hui. Et je voudrais vous livrer deux messages ce matin, car les décisions internationales sont palpables au niveau local. Le premier est celui de l'urgence de l'apaisement. Nous, responsables politiques locaux, nombreux dans cette salle, femmes et hommes engagés pour notre pays, pour notre nation, pour notre planète, pour notre peuple, nous avons une responsabilité collective aujourd'hui. Cette responsabilité doit être salutaire car elle doit redonner de la cohésion à nos territoires. Elle doit faire vivre ensemble près de 10 milliards de personnes sur notre planète en 2050, 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. Le monde qui nous entoure est en perpétuelle évolution. La décision publique est de plus en plus difficile à prendre. Nous nous obstinons parfois à sauver le monde d'avant, alors même que nous savons qu'il ne reviendra pas. Dans ce contexte, il est désormais indispensable de recomposer notre gouvernance mondiale pour éviter le chaos. C'est notre salut et il ne peut passer que par le brassage des peuples, des cultures et par le respect des différences. Je voudrais, à ma modeste place aujourd'hui de président de département, vous dire que les grandes décisions internationales ont toutes
un impact sur la vie quotidienne de nos concitoyens et sur tous nos territoires. Ce sera mon deuxième message, celui de la lucidité. Ne nous attendons pas à ce que les fractures territoriales se résorbent si les fractures mondiales continuent de s'accentuer. Je pense évidemment à toutes les conséquences des grandes évolutions internationales, évidemment l'inflation galopante qui donne à nos concitoyens le sentiment d'impuissance des États face aux crises et aux choix des dirigeants que nous nous laissons imposer une vision. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas demander aux territoires d'avancer et de prendre des décisions pour l'avenir sur de grands sujets, tels que les enjeux climatiques qui mobilisent notre quotidien, si dans le même temps, les décideurs internationaux ne s'entendent pas sur un principe simple qui est de constater que ce qui nous entoure évolue sans nous. La nature et les éléments n'ont pas de mental ni de morale. Nous continuons d'éloigner inexorablement le citoyen de la décision publique. La France se perd dans des considérations qui ne sont pas au niveau des enjeux auxquels nous devrions nous préparer. Je pense aux phénomènes de violence qui grandissent envers l'autorité publique. Quand nous touchons aux élus de la République, c'est la démocratie qui est attaquée et c'est la politique qui recule. Chère Marie, présidente de l'AMF de la Vienne, j'ai une pensée pour le maire de Saint-Segondin, commune rurale de notre département, victime de menaces de mort au début de l'été, ici, au cœur de la Vienne. Nous devons nous interroger sur le sens du vivre ensemble en faisant vœu de concorde devant ces situations afin qu'elles ne persistent pas. À l'heure où nous célébrons le 60e anniversaire du discours de Martin Luther King, I Have a Dream, et au-delà de son message, qui je crois résonne toujours dans certaines parties du monde, nous ne grandirons que si nous croyons avec force que nos destins sont liés et que nos libertés dépendent de celles des autres. La Vienne est dépendante de la France de l'Europe, l'Europe est dépendante du monde. Nous ne pouvons marcher seuls, communes, départements, régions, pays, continents. Nous devons dialoguer, évoluer ensemble. Oui, la diplomatie a des conséquences sur la vie quotidienne des territoires et de chacun de nos habitants. Désormais, si nos dirigeants ne sont pas en mesure de s'entendre et continuent de jouer avec les peurs de leur peuple, nous assisterons tôt ou tard au repli de nos nations. Il est sans doute temps de construire un nouveau monde avec des règles nouvelles, sans regarder l'ancien, mais en tenant compte de son évolution, de son histoire et de ses hommes. S'adapter au changement sans se renier. L'équation n'est pas facile, mais elle mérite notre détermination totale. Recentrons le débat, redonnons la confiance, redonnons l'espoir. C'est notre rôle. Au fond, c'est le rôle de la politique, au sens noble du terme. Ne perdons pas le contrôle de notre destin et montrons le chemin aux générations futures. Enfin, comprenons que son destin n'est pas lié à un discours, une équation, une formule, une image. Il faut imposer sa vision, il faut imposer son rêve. Alors croyons en nos rêves, soyons optimistes et ambitieux, mais lucides, et faisons face à la folie des hommes, imposons notre sagesse. Merci beaucoup. Bravo. Merci. On a bien besoin de sagesse, en effet, parce que les choses ne sont pas simples aujourd'hui, telles que nous allons l'évoquer toute cette journée. Mais le message qui, je trouve, pourrait se résumer entre gravité et lucidité est quand même très important, cher Président. Au fond, sans doute que pour la première fois dans ce forum, on est dans une situation où la gravité pèse sur nos épaules d'un poids très très lourd. Car certes, on n'oublie pas Saint-Exupéry, on n'a pas le droit d'être responsable et désespéré. Cela dit, quand on regarde tout autour de nous, les lieux d'espoir sont assez rares. Et donc quand on voit s'accumuler 4 crises simultanées aujourd'hui, parmi d'autres et avec d'autres, on est un peu préoccupé de manière grave, mais ça appelle en effet, Président, de la lucidité.
La gravité, d'abord, avec cette fin de la guerre froide, qui était une situation d'équilibre, qui était imparfaite, mais qui aujourd'hui est remplacée par une guerre chaude. Cette guerre en Ukraine, l'agression de la Russie sur un peuple ukrainien qui vit en première ligne la tragédie, mais une situation qui a des conséquences extrêmement lourdes pour le monde et pour l'Europe. Imaginons une défaite dans cette guerre-là de l'Europe et naturellement de l'Ukraine. Nous imaginons les conséquences désastreuses que tout ceci pourrait avoir pour la vision que le monde peut avoir de l'Europe. Nous voyons que cette crise-là est une crise extrêmement urgente, extrêmement douloureuse, mais extrêmement difficile. Première de ces crises qui s'impose à notre réflexion. Deuxième crise qui est aujourd'hui celle de ce rapport mondial qui est au fond l'articulation de la gouvernance mondiale, la relation sino-américaine. On voit que cette relation se détériore, s'est détériorée, qu'on rentre dans des situations de conflit avec un certain nombre de difficultés majeures qui s'imposent. Et au fond, on voit une sorte d'escalade extrêmement préoccupante entre ces deux puissances qui ont engagé la compétition pour le leadership, avec des Américains qui ne veulent pas dire à leur peuple qu'ils ne sont peut-être pas la première puissance économique du monde dans la fin de ce siècle, et des Chinois qui disent déjà qu'ils sont la première puissance, malgré toutes les crises qu'ils ont à affronter. Donc on voit là, avec naturellement le dossier de Taïwan au milieu, des menaces qui sont des menaces d'extrême gravité. Deuxième crise, troisième crise, ce multilatéralisme de l'ONU avec lequel nous vivons depuis 1945, où nous avons un certain nombre de règles qui faisaient fonctionner le monde, qui a un cas, mais qui fonctionnait. Aujourd'hui, on voit un Conseil de sécurité qui n'a plus beaucoup de sens, puisqu'il n'a plus beaucoup de capacité et d'action, et on voit un multilatéralisme remis en cause par un certain nombre de structures, qui sont des structures de réseaux de pays qui se mettent ensemble pour exprimer leur stratégie, pour défendre leurs propres intérêts. Alors il y a les BRICS, il y avait le G7, il y a le G20, il y a un certain nombre, le collège de Shanghai, un certain nombre de structures qui aujourd'hui animent un multilatéralisme fractionné. Est-ce que le multilatéralisme peut être fractionné alors que l'ambition de l'ONU était universelle? Donc on voit bien qu'il y a là un certain nombre de risques. Et on voit un risque majeur de voir le monde se partager entre un monde occidental d'un côté, un monde qui pourrait être animé par les BRICS de l'autre, avec une capacité d'élargissement et donc un certain nombre de sujets qui peuvent être très préoccupants quand on voit que l'Algérie, par exemple, à nos portes, est candidate à être membre des BRICS et qu'on voit que les BRICS ont célébré la fin de l'Occident récemment. Donc on voit bien qu'il y en a des sujets là qui sont des sujets très importants sur la gouvernance mondiale qui est en cause. Et puis nous avons naturellement toutes les difficultés que doit affronter le continent africain, avec naturellement ce qui est pour nous tous un véritable défi, les changements climatiques, mais aussi naturellement en Afrique, ce milliard de jeunes qu'il faut intégrer, cette compétition qu'il y a aujourd'hui entre l'économie pour intégrer et le terrorisme qui cherche aussi à intégrer et qui offre beaucoup d'emplois, beaucoup de perspectives à un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui peuvent être tentés par cette voie. Et on voit toutes ces déstabilisations qui se succèdent et qui s'enchaînent en Afrique aujourd'hui et qui nous préoccupent très bien, sachant qu'il est difficile d'imaginer un monde, une Europe heureuse avec une Afrique malheureuse. Nous sommes dans une communauté de destin où, s'il doit y avoir bonheur, il sera partagé. Et donc, on voit bien que ces quatre sujets-là, ces quatre crises, ces quatre équilibres historiques sont aujourd'hui secoués, bousculés, fracturés. Et tout ceci impose un certain nombre de perspectives nouvelles, naturellement, à l'Europe. Naturellement à cette Europe qui doit, non seulement pour son propre avenir et pour sortir de l'histoire, définir sa propre stratégie, créer son propre sursaut, mais aussi pour le monde, puisque non seulement l'Europe se défend pour elle-même, mais elle se défend aussi pour une vision du monde, pour la capacité de servir aussi d'équilibre à ce monde. Donc il y a ce sujet-là qui est un sujet très important, et puis ce paradoxe que nous avons à affronter. D'une part, de plus en plus les défis sont communs, notamment le changement climatique. C'est tous ensemble que nous pouvons essayer d'agir. Et puis, en cherchant à agir ensemble, on voit bien que tous les jours, on est de plus en plus fracturé, de plus en plus divisé, et que les défis sont communs, mais les ambitions sont séparées. Et donc, on est là dans une situation qui est une situation préoccupante.
Alors, nous avons voulu construire un programme aujourd'hui pour essayer de définir, malgré tout, des perspectives d'avenir, en tout cas des convictions sur lesquelles on peut s'appuyer pour penser l'avenir, et c'est quand même la mission qui doit être la nôtre aujourd'hui. Et en cette fin d'été, en cette veille de rentrée, je pense que la période est propice à un travail de réflexion, un travail de conviction pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure et de ne pas laisser dévorer par des sujets d'actualité qui nous éloignent des grands enjeux. Ces grands enjeux, on le voit bien, on va les traiter d'une part en prenant cette relation sino-américaine comme premier grand sujet de tension. Et là, on a 3 personnalités qui vont s'exprimer. Sylvie Bermann, que je remercie beaucoup, vous la connaissez, elle est fidèle à notre rendez-vous. C'est un ambassadeur de France, c'est un titre qui est donné aux ambassadeurs parmi les plus grands. Et elle a été en Chine, elle a été en Russie, elle a été à Londres, elle a été à l'ONU. Donc elle a un parcours assez exceptionnel. Et puis Pascal Boniface, vous le connaissez aussi, c'est un grand pédagogue de nos réflexions et il pourra s'exprimer sur ces sujets-là. Et nous avons invité la voix des entreprises avec Sybille Dubois-Fontaine, qui est directrice générale du comité France-Chine, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent avec la Chine et qui travaillent souvent avec les États-Unis. Et on verra comment se posent les problèmes de l'économie par rapport à cette puissance politique. C'est le premier de nos sujets. Le deuxième sujet, c'est face à cette situation, quid de l'Europe et quid de l'Europe avec cette guerre en Ukraine qui est aujourd'hui l'épée que nous avons plantée dans les reins. Nous entendrons Nathalie Loiseau, ancien ministre, qui est député européen, qui nous fera un peu le diagnostic de la situation européenne aujourd'hui dans ce contexte-là et qui nous décrira le sursaut auquel elle aspire. Et puis, nous aurons un témoignage d'un ancien ministre de Hongrie pour avoir ce message avec Jonas Martoni, ce message de l'Europe de l'Est. Et nous aurons 2 réflexions adjacentes à tout cela. Une réflexion des entreprises avec Cyril Camus, qui dirige la maison Camus du Cognac, dont les 3 principaux clients sont la Russie, la Chine et les États-Unis. Donc il est un praticien de la situation internationale, on sera heureux de l'entendre. Et puis on aura avec Jérôme Gallon, qui est directeur général d'un cabinet d'avocats en Europe, et qui est aussi chercheur associé à l'Atlantic Council, on aura une vision un peu plus macro pour mesurer un peu cette question-là. Nous aurons 3 interventions pour ponctuer ces réflexions. D'abord, ce matin, nous allons entendre Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian nous fait le grand honneur d'être ici. Jean-Yves Le Drian, c'est un personnage, il pourrait être poitevin. Il est breton, il a un peu plus de granit que nous, mais au fond, il nous ressemble beaucoup, il est enraciné, il a des convictions, c'est un garçon solide, il a des capacités d'émotion, mais il a aussi une cervelle bien faite, donc il ne se laisse pas dominer par les émotions. Il a été pendant 5 ans à la tête des armées françaises et pendant 5 ans à la tête de notre diplomatie. Donc pendant 10 ans, il a sillonné le monde en bon président de conseil régional. Donc il sait agir proche, il sait voir loin et il a cette expertise. Donc on lui a demandé d'avoir de nous faire un scanner de sa conscience d'homme expérimenté dans cette situation de monde bouleversé qu'il a vécu. C'est donc lui qui va faire le topo d'introduction de nos réflexions. Je vais lui laisser la parole dans quelques instants. Nous aurons, après le débat sur Chine, États-Unis, une intervention de Jean-François Copé, que je salue ici pour lui dire toute notre gratitude, mais non seulement pour sa présence et pour son amitié de toujours, mais aussi parce qu'il a rejoint le conseil d'administration de la Fondation, qu'il y travaille, qu'il s'implique beaucoup pour l'avenir de la Fondation, et je voudrais le remercier de son implication stratégique et de toutes ses qualités qu'il met au service de notre Fondation. Il fera la deuxième intervention à l'issue de la première table ronde. Et puis nous aurons, avant le déjeuner, le ministre du Commerce extérieur, Olivier Becht, qui viendra nous faire le point un peu sur ce bon commerce. Est-ce qu'on peut compter sur le commerce pour faire la paix? Est-ce qu'on peut compter sur les échanges? Et comment aujourd'hui analyser ce facteur du commerce, des échanges dans des relations internationales qui sont des relations à la fois complexes et étendues. Ce sera notre matinée. Je vous dis un mot de l'après-midi, puisque nous commencerons donc dès 14h15 avec la projection du film sur René Monory, et à 14h30, nous aurons une intervention d'Hubert Védrine qui va nous rejoindre dans la matinée.
Puis alors nous aurons un certain nombre de personnalités qui, dans l'après-midi, vont s'exprimer sur ces sujets, donnant des points de vue très complémentaires. Nous sommes très honorés d'accueillir Louise Mouchi-Kiwabo. Louise Mouchi-Kiwabo est secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est rwandaise, ancienne ministre des Affaires étrangères, elle a une expérience africaine, mais elle est la tête d'une organisation multilatérale et je voudrais la saluer, je voudrais que vous l'applaudissiez parce que nous apprécions beaucoup, comme tous les autres intervenants, sa présence avec nous. Louise Mouchi-Kiwabo est expérimentée et aujourd'hui, naturellement, son regard avec les inquiétudes que nous avons sur l'Afrique est particulièrement pertinent et nous la remercions beaucoup d'avoir fait le déplacement. Nous entendrons Tarak Chérif, qui est un grand chef d'entreprise tunisien, mais qui préside une organisation internationale d'entreprises pour avoir la voix des entreprises. Nous aurons Maria Laura Darocha, qui est secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères brésilien, qui est ancienne ministre elle aussi, qui est dans l'équipe de Lula et qui nous fait l'amitié de venir. C'est très important d'avoir cette voix brésilienne qui est dans le camp des BRICS, mais aussi dans le camp des démocraties, qui est dans cet espace un peu de dialogue de cette Amérique latine, de culture, de civilisation, et qu'on voudrait ne pas voir caricaturer, et donc le mieux c'est de l'entendre directement. Je leur remercie beaucoup d'être présents. Nous voulons aussi interroger l'Arabie saoudite, et merci à Ludovic Pouille, l'ambassadeur de France en Arabie saoudite, de nous parler un peu de cette émergence stratégique très importante aujourd'hui de l'Arabie saoudite, qui est une sorte de nouvelle séduction du monde, avec des enjeux de puissance qui sont très, très importants. Et nous recevrons également une ministre de Madagascar, Vainala Raha-Rini-Rina. C'est la traduction de Raffarin malgache. Mais Vainala a dirigé le cabinet du président de Madagascar et je suis très heureux de sa présence. Elle aussi, elle a beaucoup d'expérience, très mobilisée sur les questions environnementales, les questions de planète. Et c'est la position de Madagascar qui est à la fois dans l'Indo-Pacifique, mais aussi dans l'Afrique et qui est à une position très stratégique. Une fois que nous aurons écouté tous ces questions, nous aurons une analyse financière un peu de ces tensions avec Lionel Zinsou, grand professionnel de l'investissement, mais aussi ancien Premier ministre du Bénin, qui est une personnalité qui connaît beaucoup les relations internationales et qui connaît les problèmes français, nos difficultés, qui peut nous parler en frère, avec quelquefois un peu de sévérité, mais aussi beaucoup d'esprit de justice, et on le remercie beaucoup de sa présence, qui n'est pas la première fois qu'il est avec nous. Je voudrais l'en remercier. Nous aurons ensuite donc nos amis de l'Express. Je voudrais vraiment les remercier, et Éric Scholl et Béatrice Mathieu, qui sont avec nous depuis déjà hier soir, qui travaillent avec nous sur ce projet. Ensemble, nous voulons faire de ce grand forum de géopolitique de rentrée vraiment un grand événement national, international, pour essayer d'avoir cette réflexion annuelle, structurée, approfondie sur des sujets qui sont peu évoqués dans l'actualité politique en général et qui sont importants pour nos réflexions. Et comme tous les ans, nous donnerons le dernier mot depuis 18 ans à André Chiang. André Chiang, qui est à la fois français, chinois, européen, asiatique, qui a une culture très croisée et qui nous donne son point de vue avec sa dose d'humour et sa dose de culture et aussi ses alertes que nous entendrons en conclusion de ces journées. Voilà notre programme, il est dense, donc je demande à tous les orateurs d'être concis, puissants, bref, mais naturellement de nous donner tous l'essentiel, puisque dans ce forum, nous ne cherchons pas le spectacle, nous cherchons la densité des propos et ce que chacun peut retirer pour son propre pilotage personnel. Nous sommes des humanistes, nous croyons au pilotage des personnes par les personnes elles-mêmes, et c'est l'objectif de ce forum, de nous donner aux uns et aux autres des éléments de pilotage de notre propre conscience. Et donc, merci aux uns et aux autres de penser à ce que nous pouvons les uns et les autres tirer de ces échanges.